Erev Tov Koulam, bonsoir à tous. Désolé pour l'heure un peu tardive, mais je crois qu'on a encore un peu de survivants avec nous. Si le son, l'image, tout va bien, faites-le moi savoir, Bezrat Hashem. En attendant, j'aimerais dédicacer le cours, Bezrat Hashem, les Nishmat pour l'élévation de l'âme de Huguette Shira Bat Yvonne Messaouda et pour l'élévation de l'âme de Jérémy Ben Sabrina Rachela. Bezrat Hashem, Shinishmatam Yutzrot Betzro Achaim. Bezrat Hashem aussi, l'Avdil Ben Achaim Ve'ametim, pour la Hatzlacha, dans tous les domaines, de Annie, Anna, Bat, Gisèle, Esther, Temim, Marcel, Meir, Rosin, Ben, Odit, Zari, et aussi le David Zizel, Ben, Annie, Chana, ainsi qu'une Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Mitor, Shacholam, Israël. Ok, le cours de ce soir, avant de le commencer, juste, je vous rappelle pour les annonces, ceux qui suivent avec nous pour les Teilim, donc vous pouvez encore le faire, on s'approche du nombre de livres de Teilim. On va arriver à 627 pour pouvoir atteindre cette force spirituelle de Ishmael Veya Anem, qu'Hachem il écoute nos prières et qui nous répond. Bezrat Hashem, on espère avec une grande délivrance. Tout le monde peut participer. Pour vous inscrire, prenez un livre de Teilim sur vous et vous vous inscrivez sur le mail pris pour mon frère @gmail.com. D'accord? Donc c'est pour la petite annonce. Bien entendu, là c'est pour la grande annonce. Le Tikkun Shovavim, Bezrat Hashem, le 18 janvier, jeudi 18 janvier 2024. Si vous voulez participer avec nous, on sera à Ashdod donc à 13h30 le jeudi, Bezrat Hashem, si tout se passe bien. Jeudi 18 janvier. Vous pouvez nous suivre en direct sur Zoom, ceux qui sont à l'étranger ou qui ne peuvent pas venir. Hommes, femmes, vous rentrez sur le groupe et vous vous inscrivez. Je vous explique comment ça marche. On vient de poster une vidéo de l'explication du principe du Tikkun Shovavim. On peut réparer nos fautes complètement. Toutes les fautes de jeunesse, semences en vin, tout ça, en une journée, on peut réparer avec un jour de jeûne et la tzedaka. C'est juste une révolution et il faut diffuser un maximum pour qu'on puisse sauver un maximum de Neshamot, Bezrat Hashem. Pour s'inscrire, le groupe WhatsApp, c'est le 050 972 55 15. Donc, pour les Français, vous mettez l'indicatif, ça fait 972 plus 972 50 972 55 15. Il y a un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Et vous pouvez aussi me contacter personnellement. Mon mail, c'est tovhm26@gmail.com. gmail.com. Tovhm, tovhm@gmail.26@gmail.com. D'accord? Voilà pour les annonces. Donc, on va passer au cours de ce soir, bien entendu, en rapport avec l'actualité. Et surtout par rapport à la paracha. Dans la paracha de cette semaine, on voit le verset qui nous dit Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Et s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef et qui a imposé ses xérotes, ses décrets sur l'homme Israël. Ok, c'est dans la paracha de cette semaine. Dans cette même semaine, avant-hier, lundi, on a eu aussi en Israël Vayakom Melech Hadash. Il s'est levé un nouveau roi. Ce nouveau roi, c'est la Cour suprême, qui a pris les pleins pouvoirs du pays. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, au courant de l'année dernière, il y a eu la fameuse réforme judiciaire. La réforme judiciaire, elle consiste à renverser le pouvoir de la Cour suprême en Israël. Alors, il faut savoir qu'en Israël, ceux qui ont le dernier mot, ce n'est pas le gouvernement, c'est ce qu'on appelle la Cour suprême. La Cour suprême, c'est une équipe de 15 juges, qui sont là pour donner l'ordre du pays. C'est-à-dire qu'eux, ils représentent la vérité absolue et sont là pour contrôler quelles sont les lois qui doivent, oui, être maintenues et qui doivent être, annulées. Donc, généralement, en fait, c'est tout le temps des juges d'extrême gauche. Bien entendu, quand un doit partir, ils font eux-mêmes l'élection pour élire un nouveau juge. Bien entendu, on n'avait jamais vu un Sfarad, un Éthiopien ou quelqu'un de droite ou d'extrême droite, encore moins. Et ils sont là pour donner les grandes lignes. C'est-à-dire que c'est eux qui s'estiment en fait représenter la démocratie, la logique
extrêmes, en fait, les vraies valeurs. Donc, dès qu'il y a une loi qui ne correspond pas à ces valeurs que eux-mêmes ont fixées comme les valeurs absolues, alors ils annulent la loi. Bien entendu, il n'y a aucune loi, ils n'ont jamais fait passer aucune loi qui est en rapport avec la Torah et les mitzvot, ok, bien au contraire, aucune loi qui est en rapport avec Eretz Israël, ok, et ils ont une tendance un peu pro-palestinienne. Bref, donc ça c'est la démocratie qu'il y avait l'année dernière en Israël, et le gouvernement s'est levé pour dire stop, on fait des on pédale dans le vide, on fait des lois, on a enfin un gouvernement de droite, on veut réduire comment dire, la domination de la Cour suprême. Et ils ont fait une loi qui précise que les lois de base, ce qu'on appelle les Chok Yesod, la Cour suprême perd sa force, ne peut plus l'annuler. C'est-à-dire qu'il y a une loi votée par tout le gouvernement, par la majorité par le gouvernement, qui dit que donc la loi impose que, en fait, réduit la force de la Cour suprême sur certains types de lois. Donc cette loi qui est aussi une loi de base. Bien entendu, alors, arrivé en 2024, donc on doit voir cette loi s'appliquer et que le Bagatz perd sa force. Donc on redevient dans une démocratie normale. Alors attention, si le Bagatz était composé de juges qui sont représentés proportionnellement au mandat des voix de l'électorat, alors ça s'appelle encore une démocratie. Chacun y pose son avis, mais ce ne sont que des gens d'extrême gauche. Donc, le 1er janvier, donc cette loi aurait dû rentrer en vigueur et le Bagatz perd sa force. Sauf qu'ils ont fait un appel à la Cour suprême, okay, quand je dis le Bagatz, c'est la Cour suprême, pour annuler cette loi qui impose qu'ils perdent leur force. Donc, on se retrouve dans une ironie totale où ces 15 juges se jugent eux-mêmes. Imaginez-vous, bien entendu, eux, on parle de gens qui sont pas là-bas, ils sont pas dans ils cherchent que la vérité absolue, que le bien-être du peuple. Donc, ils vont se poser pour savoir si cette loi doit être annulée ou retenue. Vous imaginez l'ironie, la blague, c'est une blague. Comment tu arrives à te juger toi-même? C'est tellement subjectif. Bien entendu, s'ils jugent que cette loi doit passer, ils perdent leur job, ils perdent leur force. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il faut arriver à on parle de quelque chose c'est du jamais vu. Un juge qui se juge lui-même. C'est-à-dire, il a brûlé un feu rouge, il dit, bon, je vais me poser pour savoir quelle amende je vais me donner, combien d'années de prison. C'est une blague. Donc, ils se sont posés pour juger cette loi, si elle doit passer ou pas. Maintenant, ils posaient la question au gouvernement, ils disaient au ministre, alors, s'ils annulent cette loi, alors comment on se retrouve dans une impasse? Le gouvernement a voté une loi qui enlève les pouvoirs, mais eux, ils ont annulé la loi alors qu'ils n'ont plus de pouvoir. Qui l'emporte? Et là, on est rentré dans une série de manifestations, une série de soulèvements, des menaces de désertation des soldats, des pilotes de l'armée de l'air, de certaines personnes qui ont dit explicitement, vous allez voir, c'est important de préciser c'est qui ces personnes-là, comme le chef du Shin Bet, des renseignements, le chef du Mossad, donc des hauts gradés de l'armée qui se sont prononcés en disant si on doit faire un choix entre le gouvernement et la Cour suprême, notre choix, notre place est avec la Cour suprême. C'est des gens de gauche qui, bien entendu, c'est eux qui dominent toutes les fonctions en Israël. Donc, c'est eux qui sont à la tête de toutes les grandes entités de l'armée, de l'État, etc. Et c'est eux qui dirigent. Et eux-mêmes, ils ont dit, il y en a, je crois que c'est le chef du Shin Bet, des renseignements intérieurs israéliens, il a dit, s'il faut qu'on tire sur nos frères, on le fera pour la démocratie. Regardez jusqu'où ça va. Ehud Barak, celui qui mène tout ça en coulisses, il a dit explicitement, on a employé le côté politique, le côté diplomatique, le côté manifestation. Maintenant, il faut se préparer à prendre les armes. Imaginez-vous de quoi on parle. On parle d'une révolution civile, bien entendu, qui a poussé le Hamas à intervenir quand il a vu
le déchirement qu'il y avait au sein du peuple. On arrive au 1er janvier, ok, donc la loi doit rentrer en vigueur. Le Bagat se réunit, bien entendu, ils avaient fait un accord comme quoi cette loi ne rentrerait pas en compte tant qu'on est en guerre. Ok, donc ça devait donner à la Cour suprême de ne pas remettre ce sujet-là sur la table pendant la guerre. Eh bien, figurez-vous qu'ils l'ont fait. Et ils se sont réunis, ok, et à 8 juges contre 7, c'est-à-dire ils nous prennent pour des imbéciles en plus. C'est-à-dire genre, il y en a 7 qui ont dit, c'est vrai, on devrait peut-être laisser la place au peuple, ok, alors, ils ont bien noyé le poisson. À 8 juges contre 7, ils ont annulé la loi. Ils ont annulé la loi. Lorsqu'ils posaient la question au ministre du gouvernement, ils disaient, mais s'ils annulent, qu'est-ce qu'on fait? Ils disaient, mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un ne veut pas respecter une loi, on est obligé d'employer la force. La force, c'est-à-dire la police, la prison. Quelqu'un il veut pas, il dit, moi je brûle les feux rouges, je ne veux pas écouter les lois. On est obligé d'employer la force. C'est quoi la force qui met en application les lois? La police. Malheureusement, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'imagine, là, on est dans une impasse où non seulement on ne peut plus rien dire, parce que si on rentre en guerre, entre guillemets, politique, civile, ce que vous voulez, on est en pleine guerre. Comment on peut faire ça? Comment ils plantent un couteau dans le dos du peuple? Ils n'ont pas honte, quoi. Ils sont là, on est en pleine guerre, on n'est pas là-bas, et ils viennent terminer le travail en votant cette loi et en annonçant au peuple, c'est nous, patrons. Les patrons ici, c'est nous. Point. Voilà. Si vous voulez savoir c'est qui les patrons, c'est nous. Donc vous, le gouvernement, vous êtes rien. Imaginez-vous ce que ça veut dire pour le peuple. Qui va vouloir voter maintenant? Quand au niveau politique, les gens ils se sont battus, que ce soit dans les partis religieux, les partis sionistes religieux, de gauche, de droite, enfin de gauche, ils sont sur la même longueur d'onde, mais les partis de droite qui sont là pour se battre pour la terre d'Israël, pour des valeurs, et ils sont prêts à tout. Ils ont réuni tout ce qu'il faut pour avoir le maximum de voix. Et tu arrives à monter ton gouvernement et on te dit tes lois ne passeront jamais. Parce que celui qui dirige jusqu'à le dernier mot à la fin, c'est une poignée d'hommes d'extrême gauche. Donc tu veux placer une loi pour les Bachouri Yeshivot, pour les implantations, pour tout ça, tu es sûr que ça ne va pas passer. Donc en gros, ils viennent de mettre à la poubelle tous les efforts politiques, tous les efforts du peuple pour pouvoir changer quelque chose. C'est quoi changer? Pour faire de ce pays un pays juif sur sa terre. Imaginez-vous quelle claque on prend où le bagasse se prononce en disant « c'est moi le patron ». C'est moi le patron. On est en pleine guerre, bien entendu, il n'y aura rien du tout maintenant, mais là, c'est la furie en Israël aujourd'hui. Et malheureusement, ça déchire le peuple encore une fois. On a vu ce qui s'est passé à l'issue de ça, une guerre terrible. Malheureusement, on a très peur de la suite. Il faut avoir très peur de la suite quand on n'a pas de hardout. Quand il n'y a plus de hardout, il n'y a plus d'union entre nous, alors la suite, ça fait très peur. Ça fait très peur parce qu'on perd toute notre protection, qu'on avait déjà perdue il y a quelques mois. On a vu le résultat, malheureusement. Donc ça, c'est pour le contexte. Ok, donc vous avez compris comment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et bien entendu, c'est explicite dans la paracha de cette semaine. Vayakom melech hadash. C'est le vers nouveau roi. Ça y est, aujourd'hui, c'est officiel. Le nouveau patron d'Israël, c'est la Cour suprême. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas s'ils vont rentrer en bras de fer ou pas. Mais en tout cas, on a eu cette semaine quelque chose qui tombe exactement, magnifiquement parlant, avec ce qu'on vit actuellement dans la paracha de cette semaine et dans la période des Shovavim. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme vous savez, dans la paracha de cette semaine, donc comme Melech Hadash, le 20 roi, on parle de Pharaon, Paro, qui a asservi les Bnei Israël. Ok, il a asservi les Bnei Israël. Comment ça se fait qu'on a fini chez Paro, en Égypte? Hachem, il a dit que la descendance d'Abraham, elle sera esclave dans un pays étranger. Pourquoi Hachem ne nous a pas dit que c'était en Égypte? Pourquoi c'est tombé? Pourquoi il n'a pas dit chez Paro? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a un lien avec Paro, avec l'Égypte? Effectivement, le Harizal nous explique pourquoi on s'est retrouvé chez Paro et pas dans un autre pays. Comme je vous l'avais expliqué le dernier cours, Adam Arishon, lorsqu'il s'est séparé de sa femme, il est tombé dans la semence en vin pendant 130 ans. 130 ans, il est tombé dans la semence en vin et donc il a perdu des étincelles de sa Neshama, où il est revenu en tant que Yaakov
ok, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais surtout en tant que Yaakov, pour descendre en Égypte. Ok, Yaakov, il a sorti ses étincelles des forces du mal. Elles se sont matérialisées en étincelles, en neshamot du peuple juif, du Ham Israël, qui étaient ces 600 000 âmes, ok, du Ham Israël, qui se sont matérialisées, qui sont les Bnei Israël. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est lui qui, en tant qu'Adam Arishon, les avait perdus, donc les a retrouvés. Et Yaakov Avinu, il a mis au monde 12 tribus, qui ont mis au monde 70 Nefashot, qui ont mis au monde 600 000 âmes du Ham Israël, qui représentent les étincelles qu'avait perdu Adam Arishon pendant 130 ans. D'accord? Pourquoi en Égypte? Et pourquoi on est passé, tout le Ham Israël, on est passé par cette souffrance, ok, en Égypte, pour sortir notre Neshama de comment dire, le contrôle de cette force du mal qui s'appelle Paro. Et lorsqu'on a souffert en Égypte, on s'est séparé de la Klippa, de cette force du mal, et on a pu sortir, recevoir la Torah. Okay, celui qui nous a sortis de là-bas, c'est Moshe Rabbeinu, et lui-même nous a donné la Torah. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Paro. Nous explique le Harizal que lorsqu'une personne, elle faute dans la semence en vain, donc comme c'était le cas d'Adam Arishon, il y a marqué que le dommage, il est dans le da'at. Alors retenez bien ce mot, le da'at. Le da'at, c'est la connaissance. Okay, la connaissance, lui-même, il avait fauté en mangeant le fruit de la connaissance, Adam Arishon. Le da'at, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est quoi? Non, le da'at, écoutez bien, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Oui, on peut appeler ça la sagesse, mais retenez bien cette définition. Le da'at, c'est la force, la caractéristique qu'un homme il a de faire la différence entre le bien et le mal. Ok? Ça, c'est la définition. Lorsqu'une personne, elle tombe dans le Zera Levatala, alors d'où vient cette force? Cette force vient de l'âme d'une personne. Remarquez bien, comment dire, un animal n'a pas de date. Alors, bien entendu, il a des réflexes, il ressent des choses, il a peur, mais il n'a pas de date de faire la différence entre le bien et le mal. Je donne un exemple. Il a faim, il voit un truc à manger, il va manger. Un homme, il a faim, il voit un truc à manger, il va analyser à qui ça appartient. Est-ce que je peux le manger? Est-ce que c'est encore bon? Ça n'a pas périmé, etc. C'est le date. Il a la capacité d'analyser les choses. Un animal, il n'analyse pas les choses. Voilà, le discernement. Très bien. Razak, c'est exactement le mot. Le discernement. Ça, c'est le date. D'accord? Donc, un animal, il n'a pas de date. Un homme, il a du date. Quelle est la différence entre un homme et un animal? Le date. Le date qui est, en fait, la neshama, l'âme d'une personne. Où se trouve ce date? Dans les sphères célestes, il se trouve, donc les sphères célestes sont à l'image d'un homme, il se trouve ici, ce qu'on appelle, je crois, le cervelet. Okay, ici, c'est là où on met le nœud des tefilines. Okay, donc, c'est derrière, là, derrière le crâne. C'est là-bas qu'il y a le date. On a le cerveau, il est divisé en deux, il reçoit les informations, il réunit tout ça dans le cervelet derrière, et le cervelet, il envoie l'information par l'intermédiaire de la colonne vertébrale. Okay, il envoie les informations sur tout le corps. Donc, quand je veux boire mon verre de thé, okay, j'ai analysé avec mes yeux où est-ce qu'il se trouve, j'envoie le message et mon bras se lève et il boit. Okay, ça, c'est le principe du da'at. Le da'at, en fait, il est donc, maintenant, quand une personne, elle faute dans le Zera Levatala, elle enlève une partie de sa neshama qui se trouve dans le cerveau, ok? Et le da'at, donc, c'est là où se trouve la neshama. Lorsqu'il faute, il fait la faute, elle est dans le da'at, et il fait, comment dire, il fait tomber des étincelles de sa neshama. C'est-à-dire, je vais expliquer, quand une personne il voit une femme qui lui plaît, ok, maintenant, il sait que c'est interdit. Ses yeux regardent, il interprète la situation et il va déclencher en fait un ordre d'excitation, okay, d'excitation, et de là il va tomber avec cette femme, ou il va tomber dans la semence en vain, d'accord? Où se trouve la source de la goutte de semence? Dans le date,
Ok? Tout a commencé là-bas. On a envoyé un ordre de créer des goûts de semences qui a donné une excitation et là-bas, il est tombé. D'accord? Donc, ce n'est pas la bride qui est tombée, c'est le da'at qui est tombé. Lorsque Adam Arishon est tombé, le dommage était dans le da'at. Donc, on est obligé, pour réparer, de descendre dans la clipa qui s'appelle Paro. Pourquoi? Parce que Paro, c'est les lettres de Aoref. Aoref, c'est la nuque. Donc, comme nous, on a endommagé le da'at qui se trouve dans la nuque, au-dessus de la nuque, donc on est obligé de descendre dans la force du mal qui nous attrape sur le da'at, donc qui est allusionné dans son nom même, qui s'appelle Paro, Aoref, qui est la nuque. Donc, c'est pas pour rien qu'on est descendu en esclavage chez Paro, parce que Paro, c'est la réparation de ce qu'on a endommagé dans notre da'at. Jusque-là, c'est bon? Très bien. Donc, une personne qui tombe avec sa brite, ok, il endommage son da'at. Et ces étincelles de sa neshama qui commencent dans son da'at et qui sont matérialisées par les gouttes de semences, là où s'il les met au mauvais endroit, ok, il a perdu ni plus ni moins que son da'at, une partie de sa neshama. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui fait semence en vain, ces étincelles-là, elles sont divines puisqu'elles peuvent donner la vie. Ce sont des étincelles de sa neshama qu'il perd. Et donc, il perd son da'at. Il perd son da'at complet, ok? Le da'at aussi, comment ça se représente? Le da'at, on dit que c'est le chibour. Le chibour, c'est ce qui nous permet de faire le lien. Quand Adam Arishon, il s'est uni avec sa femme, on dit Vayeda Adam et Trava Ishto. Il a connu sa femme. Pourquoi il a connu sa femme? Dis-moi il s'est uni avec elle. Dis-moi qu'il y a des termes de ça. Vaishkav, il a couché avec elle. On nous dit des termes comme ça. Pourquoi tu me dis qu'il a connu sa femme? Pour nous dire que l'union, c'est le da'at. Le da'at, c'est l'union entre plusieurs choses. Quelqu'un qui a du da'at, écoutez bien, lorsqu'il parle, il prend, en fait, le da'at, il fait l'union entre le cerveau et le corps. Ok, donc, il prend des lumières et il les met dans des réceptacles. Donc, ce qu'il dit, c'est directement retenu. Quelqu'un qui a du da'at, il sait prendre des décisions. Il est actif dans sa vie. Il arrive à interpréter les choses. Il arrive à se contrôler automatiquement. Tu as du da'at, tu te contrôles. Quand quelqu'un te klaxonne, tu as du da'at de comprendre que c'est un lourd, quoi. Tu ne vas pas sortir de la voiture avec ta batte de baseball. Tu as du da'at, tu réfléchis. Quand tu vois une femme qui ne t'appartient pas, tu t'arrêtes, tu dis c'est pas ma femme. Pourquoi je vais rentrer dans des fantasmes qui sont interdits? Et donc, les gens, ils n'arrivent pas à contrôler tout ça. Donc, toutes les informations, elles rentrent et ils sont frustrés parce que le mec, il a vu toutes les femmes les plus belles de la Terre. Donc, il est frustré. Mais fais le tri. Réfléchis, mon sadique. Non, il n'arrive pas. Et il n'entend que des mauvaises nouvelles. Il n'arrive pas à faire le tri, de dire attends, mais c'est pas parce qu'il y a un mec qui est mort en Chine d'une épidémie que forcément je vais mourir moi. Pourquoi? Le mec, non, il attrape tout. Il est plus actif puisqu'il n'a plus sa neshama. Il n'a plus sa neshama. Donc, c'est une larve. Quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui a plus d'ambition, quelqu'un qui est déprimé. C'est toute la définition de notre génération actuelle. Une génération où il n'y a plus de da'at. Il n'y a plus de da'at. On va développer, mais juste pour continuer. Donc, on a dû descendre chez Paro pour réparer le da'at. Donc, on a récupéré les étincelles de Adam Arishon. On doit descendre dans l'endroit géographique qui est représenté par cette force du mal. Donc, comme on a endommagé le da'at, on doit aller chez Paro, qui est Aoref, la nuque, et là-bas, on ferme la boucle. D'accord? Très simple. Paro, il est entouré de ce qu'on appelle les Khartoumim. Les Khartoumim, ce sont les sorciers d'Égypte. Les conseillers de Paro, c'était des grands sorciers. Eux-mêmes, comme nous dit le Zohar, ce sont eux qui sont sortis avec les Bnei Israël, qu'on appelle, et retenez bien ce terme, le Erev Rav. Erev Rav, c'est un mélange de plusieurs nations, en fait de plusieurs personnes, de plusieurs nations, qui voulaient sortir avec les Bnei Israël pour connaître Hachem. Donc ils sont dans le Da'at, c'est des sorciers, donc ils contrôlent la vision des gens par des sorcelleries, ils te font croire que ça c'est un bâton alors que c'est un serpent, etc. Ce sont ce qu'on appelle le Erev Rav. Alors remarquez bien,
Et vous allez voir comme c'est fort. Le Erev Rav, la valeur numérique, c'est Da'at. Eux-mêmes représentent le Da'at des forces du mal. Donc c'est pour ça qu'ils sont collés à Paro. Ce sont ni plus ni moins que ces conseillers. Et ils sont sortis avec les Bnei Israël. Nous dit le Zohar qu'à la fin des temps, c'est eux qui vont diriger l'âme Israël. C'est eux qui vont contrôler le Da'at. C'est-à-dire qu'on sera contrôlé par un Paro des temps modernes, qui sera le Erev Rav, les descendants spirituels du Erev Rav, qui vont contrôler le Da'at des Bnei Israël. Ok? La Cour suprême, c'est eux qui s'affirment avoir le discernement absolu de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est le Da'at, c'est eux qui se sont, comme par hasard dans la paracha de cette semaine, hein, et j'imagine que vous avez compris que c'était par hasard, c'est eux qui nous donnent le ton. C'est nous qui décidons. Vous allez voir qu'ils sont un peu partout, malheureusement. Mais c'est, comment dire, on est aujourd'hui esclaves, ok, comme à l'époque de Paro. On est dans une génération de dépravation. On doit retourner chercher des étincelles qu'on n'a pas terminées. Et donc, on tombe dans ces fautes, ok, de la galoute. Et depuis 2-3 générations, avec le début de l'Alliance dans les pays d'Afrique du Nord, comment dire, en Europe, là, toute l'émancipation, etc., on est tous tombés. On est tous tombés. L'homme Israël, à l'époque, il était kadosh. Il n'y a personne qui trompait sa femme ou qui regardait des choses. On est tous tombés. La chaîne nous fait descendre. L'homme Israël, il a perdu toute sa gdoucha. Il y a un appareil qui s'appelle le smartphone, où dedans, en 2 clics, tu peux voir les pires horreurs de toute la terre. Et donc automatiquement, de massacrer le dard d'une personne. Le mec, qui voit des femmes et des femmes et des femmes. Au bout d'un moment, il tombe. Comment il peut tenir? Donc, il tombe dans des fautes. Et automatiquement, quand il rencontre une copine, c'est ce qu'il a vu dans les films. Donc, il tombe avec elle, et voilà, et à la fin, il dit, mais je comprends pas, on est coincé en galoute. Ben, c'est normal, Hachem nous a descendu là-bas. Hachem nous a descendu là-bas pour qu'on répare ce da'at qu'on a perdu. Donc aujourd'hui, on est esclave du da'at. Pour réparer nos fautes, on est esclave de ce da'at à la fin des temps pour récupérer les dernières étincelles et arriver à la délivrance finale. Donc exactement ce qu'on vit dans l'actualité. Qui nous sort de là-bas? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, selon la Kabbale, c'est le Da'at de la Kedusha. Lui nous sort du Da'at des forces du mal et lui-même nous donne la Torah, qui est le Da'at absolu. La vraie connaissance de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est le mode d'emploi qu'Hachem nous a transmis, qui est notre Torah Kedusha. Quand on réalise la Torah, on sort de notre Da'at des clipotes, où on se trouve actuellement. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, représente le Da'at de la Kedusha. Il n'y a que lui qui pouvait descendre, nous sortir de là où on se trouvait et combattre Paro. Pourquoi? Parce qu'il est l'équivalent de Paro dans les forces du bien. Et donc du Erev Rav. Et lui-même, c'est lui-même qui a décidé de sortir le Erev Rav parce qu'il a cru, il a pensé pouvoir les faire entrer du Da'at du mal au Da'at de la Kedusha. Et malheureusement, ça n'a pas marché. C'est eux qui ont fait les pires catastrophes, le veau d'or et toutes les révolutions, les machins qu'il y avait là-bas, enfin les plaintes qu'il y avait dans l'homme Israël, comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui. C'est le Erev Rav. Ok? Donc, on a compris donc le fonctionnement, enfin un petit récapitulatif. La faute de semences en vin d'Adam Arishon, qui était donc des étincelles de nos Neshamot à nous, 600 000 Neshamot, on a dû descendre en Égypte. Tout le travail de Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a dû descendre, les sortir, elles sont matérielles dans l'âme Israël. Les souffrances ont réparé, ont sorti l'emprise des forces du mal sur ces Neshamot. Et on était forcément chez Paro parce que c'est le Da'at qui a été endommagé. Donc on se retrouve chez Paro qui est l'équivalent du Da'at dans les forces du mal. Moshe Rabbeinu, c'est l'équivalent dans les forces du bien. C'est lui qui nous sort et qui nous donne le vrai Da'at qui est la Torah. Effectivement, avec la Torah, on peut se guider dans ce monde-là. C'est la Torah qui nous guide dans ce monde, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants. La Torah, elle a parlé à chaque endroit, chaque domaine, économie, tout. On nous donne toutes les règles, comment un homme il doit se comporter. On nous dit comment ça se passe mentalement chez une femme, chez un homme, c'est différent, etc. Des trucs que jusqu'à aujourd'hui, on découvre dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous avez l'occasion de voir, même dans les cours, qu'on est tout le temps en train de tirer les informations dans la Torah
une idée là, on fait des puzzles pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la Torah nous parle, si on arrive bien à fouiller, la Torah nous parle même au jour après jour par rapport aux événements. Ok, c'est ce qu'on essaye ensemble de faire et d'analyser. Ok, on avance. Donc aujourd'hui, dans cette génération de dépravation, si vous avez bien compris la petite introduction, donc on est dans, on doit être dans une génération où il n'y a plus de date. Le date, on doit être dirigé par le date du RF Rav. Ok. Et effectivement, donc quand on ouvre les yeux en 2024 et on voit en pleine parachat Shemot, qui nous explique toute cette théorie, en plein tikkun shevavim, qui est le moment propice pour réparer ces fautes-là, on voit le bagatz qui se juge lui-même, qui se définit comme le da'at absolu. C'est lui le da'at absolu, la vérité suprême qui donne les grandes lignes, vraiment des gens de noblesse extrême qui sont là pour nous donner des leçons, parce que dans le peuple juif, malheureusement, il y a des gens qui viennent du Yémen, du Maroc, ils n'ont pas cette modernité, cette vision des choses comme nous, etc. Donc, ils sont là pour nous donner le da'at de la vie du Ham Israël. Comme le dit le Zohar, comme nous dit la Paracha, on est dirigé par le da'at. Pourquoi? Parce qu'on est nous-mêmes tombés, malheureusement, dans la galoute. C'est pas pour rien. Hachem, il voulait qu'on tombe là-bas pour récupérer les dernières étincelles jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et aujourd'hui, donc, on est dirigé, donc, le Bagat, mais pas seulement la Cour suprême. Remarquez bien, tous les médias aujourd'hui, principaux en Israël, ils sont dirigés par l'extrême gauche. Les médias, c'est quoi? C'est le date. Les médias sont là pour nous donner la marche à suivre. Remarquez bien, dans un journal télévisé, on voit très bien ça malheureusement dans les journaux français, où un journal est censé te donner, ok, le journal télévisé, il est censé normalement te donner l'information neutre. Tu n'as pas le droit de te prononcer, de faire des commentaires. Toi, tu dois donner une information neutre. L'armée Israël a investi le nord de la bande de Gaza. Point. OK? Et ils nous glissent des messages subliminaux, OK, des messages transparents entre les trucs pour nous amener à interpréter cette information qui est neutre là où ils veulent. Et donc, d'un coup, on va voir Claire Chazal nous dire information spéciale en Israël, le Tsahal a investi le nord de la bande de Gaza en image, hop, et d'un coup, on va avoir une image d'un civil, ok, un Gazaoui qui va dire oui, ils m'ont pris ma maison, ils ont investi, machin, vous savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai l'information que Tsahal, ils ont réussi, ils ont investi le nord de la bande de Gaza, mais ils vont me détourner cette information comme une conquête. Ils m'ont pris parce que ce témoignage-là, on a réuni que ces mots-là où on voit cette personne-là en train de se plaindre, qu'ils m'ont pris ma maison et ils l'ont fait déjà en 48 avec mes ancêtres et ils sont là, tac, tac, tac. Donc nous, cette information, comment elle s'enregistre dans notre cerveau? Comme quelque chose de négatif. Vous avez compris comment on peut jouer avec les mots et les médias, ils adorent faire ça, nous glisser des messages comme ça pour nous amener cette information qui de base est neutre là où ils le veulent. Et d'un coup, ils montrent des images, des témoignages. Et dans le témoignage, ils vont choisir que les mots. Ils ne vont pas donner l'introduction ni la suite. Ils vont nous assembler tout ça pour nous amener quelque part. Ça, c'est l'esclavage dans lequel on se trouve. Le da'at qui est dirigé par donc, la Cour suprême, les médias. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, j'ai vu une conférence de Ehud Barak qui explique comment jouer avec les otages, la famille des soldats qui sont partis, la famille des otages, etc., pour pouvoir faire tomber Netanyahou du gouvernement. Il joue avec ça, avec les images, avec les familles des otages, avec les témoignages. Lui, il a un seul et même objectif de faire tomber le gouvernement de droite, et il joue avec ça. C'est le date. Il nous prend pour... Et maintenant, nous, on regarde les informations. On se fait manger le cerveau, on ne se rend même pas compte qu'on est dirigé par le date. Alors ça, c'est au niveau de ce qui se passe actuellement en Israël. Ok, je vous en passe, hein. Je peux parler pendant 1 heure maintenant. Mais tous les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Alors, entre nous, les petits feuges de France, ok, de Paris, on est tous esclavages du da'at des réseaux sociaux, de la télé, des chanteurs, des acteurs. J'adore analyser ça, il y a, comment dire, quand il y a une vidéo de quelqu'un, ok, tu vois, comment dire,
quelqu'un, d'un coup, la caméra, elle commence à le filmer. Et tu vois, cette personne, elle devient une personne genre parfaite. Genre d'un coup, il rentre dans un personnage. Ok, c'est-à-dire que, comprenez, une personne, toute sa vie, elle matérialise un personnage, ok, par rapport à tous les remarques qu'on lui a fait, par rapport à tout ce qu'il a vu, tous les encouragements qu'on lui a dit, tout ce qu'il a vu en bien à la télé. C'est-à-dire qu'on est une addition de tout plein de choses qu'on a vues, qu'on a entendues, on a vu par exemple ce chanteur là-bas, comment tout le monde a applaudi, machin. On a vu ses gestes, on a vu ses traits de caractère, on a vu tout ça, ses actes et tout. On a enregistré tout dans une silhouette, un personnage comment dire, fictif, ok. Et nous-mêmes, on essaye de se calquer à ce personnage. C'est-à-dire, dès qu'il y a une caméra, d'un coup, tu vois le mec, il est en train de chanter, là, il voit une caméra, d'un coup, on va voir, il va fermer les yeux, et il va commencer à rentrer inconsciemment. Inconsciemment, il va rentrer dans ce personnage fictif qu'il veut être, parce que c'est ça que lui, il a plu. Et c'est ça qui a plu aussi aux autres personnes, parce qu'il a entendu les remarques, il a entendu les encouragements. Donc, il est en train de rentrer dans ce personnage, et en fait, c'est pas lui. En fait, c'est pas lui. C'est un mec qui est calqué à ce qu'on lui vend dans les réseaux sociaux, dans les séries télé, il est là en train de parler comme ce qu'il voudrait que le monde entende comment il parle, comment il truc. Et tu vois le mec, il est avec le piano, il bouge la tête comme ça. Arrête tes mythos. C'est pas toi ça. Joue du piano normal, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait des regards avec la caméra comme ça et truc. Mais d'un coup, on vit dans un monde de shaker, dans un monde où on est tous dirigés virtuellement, un monde virtuel comme ça, on est tous dirigés par un da'at qu'on nous vend dans les réseaux sociaux, à la télé, aux informations, aux trucs. Et on est là en train d'imiter des choses, des gens. C'est inconscient, on s'en rend même pas compte. Dès qu'il y a une caméra, d'un coup, on voit. Et remarquez bien, ces stars de cinéma, on les voit comme ça, des petits reportages, des stars de trucs, on les voit hyper sympathiques, machin, truc, la fille, elle fait des blagues et tout. Ouais, on dirait une femme hyper heureuse, on dirait une personne parfaite. On dirait que c'est une personne qui s'énerve jamais, qui est tout le temps là en train de chercher à rigoler, à truc. Voilà. C'est du mytho. Il y a une caméra, elle veut donner une image, que cette image-là, c'est une échelle de valeur que le monde fixe. Donc on est esclave. On est esclave du date aujourd'hui, comment dire, on est esclave du date qu'on nous fixe. Ok, ça c'est le RF-RAV. Alors pourquoi le RF-RAV? Parce que RF-RAV, c'est la valeur numérique date, et eux, ils sont là pour contrôler le date. Ok, donc eux, automatiquement, ils auront les postes qui contrôlent tout ça. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a les renseignements. Les renseignements, ce sont des gens d'extrême gauche. C'est eux c'est le DAT, les renseignements militaires. C'est eux qui donnent au gouvernement le DAT de savoir comment prendre la bonne décision. Encore une fois, ils occupent ces postes. Ils occupent ces postes et vous allez voir comment, en fait, on est ni plus ni moins, aujourd'hui en Israël en tout cas, on est ni plus ni moins que esclaves de ces gens-là. On n'arrive même plus à réfléchir. Une personne, tu vois, quand tu parles avec une personne, tu vois que c'est pas lui qui parle. C'est une addition de personnalité qu'il a kiffé. Mais qui tu es, mon sadique? Il n'y a plus de Neshama. Il n'y a plus de Neshama. Il a tout vidé sa Neshama. Il a vidé sa Neshama. Donc, il n'a plus de Neshama. Il ne peut plus être lui-même. Donc, comment il peut s'accrocher? Il s'accroche à d'autres personnalités. Et malheureusement, c'est le début de la déprime. Parce qu'il n'est pas lui-même. Il se sent qu'il fait quelque chose, il n'est pas à sa place. Donc, les gens, aujourd'hui, on est tous un troupeau qui suit le mouvement. On a vu pendant la période du corona, etc., on est tous dans des moutons. Qui a du date aujourd'hui? Quelqu'un qui est kadosh. Quelqu'un qui est kadosh, il arrive à discerner. Oh, 2 secondes, là, on se fait arnaquer, là. Il se passe quoi, là? Il y a un problème, là. Attends, vous voyez pas le émet? Ces gens-là qui ont le émet, c'est des gens qui ont du date. D'où ils ont du date? Kedusha. Ils ont toute leur neshama, mais tout le monde peut l'avoir, ça. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, on a su. Donc, réfléchissez. On n'arrive pas à réfléchir. On tombe dans le panneau. On croit comprendre les choses, mais en fait, on tombe dans les pièges qui nous tendent. Ils veulent exactement qu'on arrive là-bas. Ils veulent exactement qu'on comprenne que, ah, t'as vu, oui, machin, et ils jouent comme ça. Vite, il y a des gens qui sont morts, il y a une épidémie, vite, vite, foncez, vous faire un truc. Bref. Vous comprenez comment ça marche? On est tous tombés dans le piège. On est esclaves. On est aujourd'hui dans l'esclavage d'Égypte des temps modernes. Ok, on est complètement dirigé par un monde qu'on nous vend.
Et quand on parle à une personne, mais fais tchouva, écoute, là, pourquoi tu ne veux pas faire Shabbat? Non, non, comment? J'ai un date que je ne peux pas quitter mon business. Mais qui t'a dit ça? Ben, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas briser. Qui t'a dit que quand tu vas étudier la Torah, ok, pendant 2-3 mois, tu vas perdre ta parnassa? Il y a des gens aujourd'hui qui me disent non, mais il faut faire des études. Mais d'accord, mais pourquoi tu crois que quand tu étudies la Torah, le date, si tu n'as pas fait des études, tu ne vaux rien. Mais qui a fixé ça? On nous a mangé le cerveau. Non, regarde, je te montre. L'autre, il a jamais étudié de sa vie, il est multimillionnaire, il est comme ça, il est comme ça. Et lui, il a 3-4 diplômes, il est au chômage. Tu vois bien que c'est pas une science exacte, la part de ça. Bien sûr, il faut étudier, il faut pas rester comme ça, mais arrête de fixer ça comme être esclave du date. Ton fils, il veut étudier la Torah. Laisse-le. 1 an, 2 ans, c'est quoi le problème? Non, monsieur le Rav, il faut qu'il étudie. Mais pourquoi tu t'énerves? Pour lui, c'est du date. Il est coincé là-bas. Son date ne le laisse pas réfléchir. Réfléchis. Venons d'arrêter de foncer sur les murs. En plus, le pire, c'est qu'on est sûr de croire que c'est la vérité. Rabotai, on est esclave du date. On est esclave du date et on n'arrive plus à réfléchir. Il y a eu une histoire un jour avec un mec, une personne qui a voulu faire un safari. Mais lui, il ne voulait pas un safari de lourdeau. Il voulait un vrai safari où il arrive à faire une chasse aux animaux. Il voulait arriver avec son fusil. Là-bas, il a battu un zèbre, une vraie chasse comme à l'ancienne. Et bon, il a donné l'argent qu'il faut. Le mec, il avait les moyens et tout. Il a donné l'argent qu'il faut. On a dit voilà, prends une Jeep avec toi et va là-bas. Va là-bas. Écoutez, là-bas, tu vas pas te faire choper. C'est là-bas qu'on envoie les mecs qui récupèrent les trucs d'ivoire et les machins et les peaux de jaguar et tout. Ne dit rien à personne. Okay, donc lui, il a donné ce qu'il faut, les enveloppes et tout. Et il arrive là-bas avec sa Jeep. Et d'un coup, il a 2 heures de temps. Il revient, il est content et tout. Et tu dis alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu et tout. Il dit, écoute, franchement, j'ai eu des beaux résultats. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Il dit, il y a 2 zèbres. 2 zèbres, tac, j'ai réussi à les abattre. C'était dur parce qu'ils ont couru, j'ai foncé avec mais j'ai eu 2 zèbres. Ok. Quoi d'autre? Il dit, il y a une gazelle, à un moment, elle a parti en courant. Boum, 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 j'ai mis deux balles, pam, par terre. Ok, quoi encore? Bon, bref, il raconte comme ça 2-3 trucs et tout. Et après, il dit, par contre, mon plus gros résultat, j'ai réussi à abattre 7 panneaux. Il dit, c'est quoi des panneaux? Il est panneaux? Je sais pas. Il y avait on dirait des singes comme ça. Ils étaient là. Dès que j'ai braqué le fusil sur eux, ils levaient les bras, ils disaient panneaux, panneaux, panneaux. Mais attends. Mais réfléchis. Le mec, il est là, il réfléchit, t'as tué des hommes, là. À Bretagne, c'est exactement. Nous, on est là, on est en train on tire sur tout ce qui bouge. Réfléchis, prends cette information-là, rentre dans le date. On n'arrive pas. Alors, vous allez voir, il y a une solution. Rassurez-vous, ce qui est en train de se passer actuellement, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le da'at des clipotes et le da'at de la Gdusha. Le da'at de la Gdusha, ce sera Moshe Rabbeinu qui va revenir en tant que Mashiach, qui va nous donner la vraie marche à suivre. Alors, comment ça marche? Jusqu'à maintenant, on vivait dans tout ça, on était mélangés, on ne s'en rendait même pas compte. C'est-à-dire qu'on était mené par le Bagatz, par la Cour suprême, on n'était pas, on n'avait pas forcément, on était sûr qu'on avait le contrôle des choses. On était sûr que, voilà, on va monter un gouvernement de droite, on va truc. Donc, on était mêlés à tout ça. La Klippa et la Gdusha, elle était mêlée. Aujourd'hui, il y a une séparation entre le Da'at des Klipot et le Da'at de la Gdusha. Donc, c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que la Klippa n'a pas de vitalité elle-même. C'est comme une orange. Une orange, il y a le fruit et la peau. La Klippa, c'est la peau. Elle tire sa vitalité d'où? Du fruit. Si tu enlèves la peau d'orange, elle est bien orange, tu l'enlèves, tu la laisses 2 jours, elle va sécher, cette peau. OK? Donc, donc c'est exactement pareil. Quand il y a une séparation entre la Klippa et le péri et la Kdusha, donc c'est là que la Klippa, elle tombe. Aujourd'hui, il y a une séparation. Cette séparation, elle nous relaye au rang le plus bas. Okay? Eux, ils ont pris le dessus, mais c'est ni plus ni moins que pour tomber. Et remarquez bien que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça s'inscrit exactement dans la même lignée. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Le 7 octobre,
Donc, comme vous savez, pourquoi, quand on fait notre introspection, qu'est-ce qui se passe techniquement, hein, je ne parle pas au niveau de spirituel, mais techniquement, le 7 octobre, le peuple, le peuple, il a compris qu'en fait, on est dirigé par des fous furieux, des gens qui ne cherchent que leurs intérêts. Que leurs intérêts. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas pourquoi les renseignements n'ont pas passé les informations. Imaginez-vous que la veille, les gens qui étaient sur place, qui recevaient les informations, ils ont transmis à à leurs supérieurs. Ils leur ont dit, le Hamas est en train de préparer une attaque de grande ampleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est un exercice. Ils ont mis de côté le dossier. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Passe ça à tes supérieurs. Non, c'est rien du tout. Il y en a un hacker, ok, que lui, il arrive à rentrer à l'intérieur des téléphones et machin, qui travaille avec une licence de l'armée. Il leur monte un dossier, il leur dit, je vous dis, il leur montre plein de preuves, il leur ramène les images, les textos, les appels, il leur dit, le Hamas est en train de faire une attaque de grande ampleur. Mais non, ils lui ont enlevé la licence. Ils ont dit, arrête de parler, toi tu parles trop. Ils lui ont enlevé sa licence. Le mec, ils lui ont dit, tais-toi. Mieux que ça. Le Hamas, ils ont atteint un endroit, ok, où se trouve un endroit secret, où se trouve une unité de hackers de l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'ils sont à un endroit à côté de Gaza, ok, à côté de la frontière de Gaza. C'est un endroit secret. Personne ne sait qu'ils sont là-bas. Ok. Ils sont une douzaine. Un des premiers objectifs des terroristes du Hamas, c'est d'aller là-bas et de les tuer. D'où ils savent, Ribono Shalom, d'où ils savent qu'il y avait une équipe de hackers là-bas. C'est pas possible. D'où on dirait qu'ils ont reçu des informations, ou du moins qu'ils ont fait tout ça sans qu'on puisse passer les informations au gouvernement. Sondage, Rabotaï, sondage qui est la semaine dernière. 91% des Israéliens n'ont plus confiance au système de sécurité israélien, de défense israélienne. Alors ça, c'est encore, on va dire, on se rend compte qu'on n'est plus entre les mains des gens qui veulent penser à notre sécurité. 91% des gens. Quand tu poses une question à une personne, tu te sens en sécurité? Non. Pas par l'armée israélienne. L'armée israélienne, c'est une armée de tzadikim. Mais ceux qui dirigent l'armée, c'est des gens qui sont dans leurs intérêts et qu'à cause de leurs intérêts personnels ou leur idéologie, à cause de ça, on a des pertes. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est parce que ces gens-là n'ont pas voulu passer les informations. J'ai entendu un haut gradé de droite, que lui, on le bloque, dans les échelons, on le bloque pour passer de niveau. Il dit, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. Le Mossad et le Shin Bet ne donnent pas les informations qu'il faut. Donc, on ne savait pas qu'il y avait des tunnels comme ça. On ne savait pas qu'il y avait... Donc, on arrive et les soldats, ils se font surprendre. Et tous ces morts, ils viennent sur le compte de qui? De ces gens-là qui ne donnent pas les informations. Pourquoi? Ces gens-là, quand il y a eu les manifestations, ils se prononçaient pour la Cour suprême. Maintenant, s'ils ne donnent pas toutes les informations au gouvernement, ils n'ont pas la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, donc ils prennent les mauvaises décisions. Et donc le gouvernement tombe. Vous avez compris comment faire tomber le gouvernement? Qui détient le discernement entre le bien et le mal? C'est les services de renseignement. C'est eux qui ont fermé les yeux à Rabotaï. Vous ne vous rendez pas compte. Le Rav Amos de Netanya. Alors attendez, c'est pas terminé. Deuxième question dans le sondage. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes qui sont liées à un complot? Un complot où ils sont peut-être pas de façon directe responsables de ce qui s'est passé, mais indirectement, on va dire qu'ils ont donné des signes que vous pouvez attaquer, ça va faire nos affaires. Réponse, 51% des Israéliens pensent effectivement l'éventualité d'un complot. Le Rav Amos de Netanya, le soir de Simchat Torah, il était en panique. Il ne faisait pas tout ce qu'il fallait. Il tournait de l'autre côté. Ses élèves, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais Kodara, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sentaient qu'il voulait faire un changement dans les mondes d'en haut pour annuler un décret. Et à un moment, il s'est arrêté, il a tapé sur la Teva et il a dit, on nous a vendus, on nous a vendus. Il a crié, on nous a vendus. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y avait des gens à l'intérieur qui nous ont vendus. Malheureusement, il pensait que c'était sûrement un petit attentat ou un petit truc. 1400 morts. Ces gens-là, vous leur posez la question, ils vont dire, mais on est obligé pour sauver la démocratie. Ce sont, comme disait Rabin,
Ce sont les sacrifices de la démocratie, les accords d'Oslo. Ce sont les sacrifices de la démocratie, les corbanotes de la paix. Ces gens-là, ils vont vous dire, on n'a aucune pitié. Si on doit faire tomber le gouvernement, qui est un gouvernement qui est contre nos valeurs, que eux ils pensent être la démocratie, alors il y a des sacrifices à faire pour la paix et pour la démocratie. Vous vous rendez compte? On est entre les mains de gens qui contrôlent notre da'at. Qui contrôlent notre da'at. Et là, le peuple, il se réunit. Horrible. Ok. Je ne sais pas si c'est encore en ligne. Jules, dites-moi, je crois qu'on a été déconnecté. Ouais, est-ce que vous pouvez me faire un retour pour le son et l'image? Je crois qu'on a été déconnecté. Ok. Ouais, je crois qu'il y a des... je crois qu'il y a des gens qui suivent le cours là en direct qui ne sont pas contents. Ok, donc on continue. Ok, magnifique. Donc, donc là, il y a une séparation. Le peuple, il a compris. Il dit, attends, mais c'est un problème là. Il y a un problème. Ces gens-là, ils nous font peur. Et bien entendu, la cerise sur le gâteau, c'est ce qui s'est passé donc lundi avec la Cour suprême, qui nous disent, le peuple, c'est pas vous, ok, c'est nous. C'est nous qui décidons. Donc, il y a une séparation entre le peuple et le da'at pour faire descendre le vrai da'at. Alors, c'est quoi la solution? Ok, c'est quoi la solution? Comme ça s'est passé dans la parachie de cette semaine. Il y a marqué Vaïzakou el Hachem. Ils ont crié Hachem. Au moment où ils ont compris, attends, mais on est en train de se faire balader. Alors, ils ont crié à Hachem. Mais ce cri, vous allez voir qu'il doit tirer sa source d'un sentiment précis. Le cri, c'est un cri de révolte. C'est ce qui va se passer. Où en fait, on se déconnecte du da'at des clipotes pour faire descendre le vrai da'at de Moshe Rabbeinu, qui est le Mashiach. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont déconnectés de ce da'at-là en criant Hachem, en disant Hachem, on te veut toi, on ne veut pas être dirigé par Paro. Ils ont pris conscience de ça, comme le peuple est en train de prendre conscience. Maintenant, vous allez voir, ça va descendre dans la rue. Les gens ils vont dire on ne veut pas élire. On ne veut pas élire maintenant des hommes politiques. On veut plus. On veut les descendre. On veut plus d'eux. On veut descendre la Cour suprême. On va arriver à la même situation. Vaïzakou el Hachem. Donc il y en a, ils vont crier à Hachem indirectement. Il y en a comme nous qui vont crier la Géoula, de dire mais Hachem, on te veut toi. En fait, on est entre les mains de Erev Rav. On te veut toi, Hachem. Il faut crier de toutes ses forces à Hachem. Et là, Hachem nous fait descendre le vrai da'at de la Kedusha, qui est le Mashiach, qui est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, qui a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Ok, maintenant, il faut que ce cri, il vienne d'un sentiment précis. Et c'est ça la solution. Vous allez voir, c'est ça ce qu'on va, le message du cours. Ok. Dans le Midrash, alors, je ne vous ai pas précisé, mais là, on va prendre un peu d'altitude. Donc, mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures. Vous allez voir comment, dans la paracha de cette semaine, on a la réponse précise à notre question. Dans le Midrash, ok, on nous ramène l'histoire avec Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu. Amram, c'était le grand d'Israël de l'époque, c'était lui le leader du peuple juif en Égypte. Et par haut, il a décrété que lui, ses sorciers l'ont dit, tu sais, il y en a un du peuple juif qui va te détrôner, qui va sortir des Bnei Israël, etc., qui va être le libérateur du peuple des Bnei Israël. Par haut, il a décidé, très bien, on va faire en sorte qu'ils ne viennent jamais au monde. Il a décrété que tous les premiers-nés, donc masculins, devaient être jetés au Nil. Ok? Pourquoi jetés au Nil? Parce qu'ils ont dit la seule entité qui peut le neutraliser, c'est l'eau. Effectivement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël à cause de la faute avec le rocher, la faute de l'eau. Il a frappé le rocher pour faire sortir de l'eau. Ok? Donc c'est à cause de ça qu'il est tombé, Moshe Rabbeinu, qu'il n'a pas pu rentrer en Israël. Donc l'eau, donc il a dit, on ne va pas leur mettre une balle dans la tête à ces bébés. On va les jeter dans l'eau. C'est l'eau qui les neutralise. On va les jeter dans le Nil. Et effectivement, chaque fois qu'il y avait une femme qui était enceinte,
Hop, il notait sur un carnet, rendez-vous dans 6 mois. Parce que si on voit qu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle est à 3 mois à peu près. Rendez-vous dans 6 mois, les soldats, ils rentraient, ils où le nourrisson, ils le prenaient, ils le jetaient au lit. Et comme ça, des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers d'enfants juifs ont été jetés dans le Nil. Quand il a vu ça, Amram, en tant que grand d'Israël qui a la responsabilité de son peuple, il a décrété que tout le monde doit se séparer de sa femme. Comme ça, on n'amène pas des bébés qui vont mourir. Donc, tout le monde se sépare de sa femme. Il tranche la halakha et tout le monde s'est séparé de sa femme. Sa fille, Myriam, 3 ans, elle vient et dit, elle lui tire comme ça le titi, elle lui dit, papa, je peux te parler? Il dit, oui, ma fille. Elle lui dit, je suis désolé de te dire ça comme ça, ne le prends pas mal, mais tes décrets sont encore pires que ceux de Paro. Il lui dit, c'est-à-dire, Paro, il a décrété sur les mâles, sur les hommes. Toi, tu as décrété sur les hommes et les femmes, sur les enfants masculins et féminins. Il réfléchit, il dit, t'as raison, ma tzadékette. Il a annulé le décret, c'est-à-dire qu'il a écouté le émet d'une petite fille de 3 ans, sa fille. Il s'est rendu compte, il a annulé le décret, il a dit maintenant tout le monde retourne avec sa femme. Tout le monde reprend sa femme. Amram, il a repris sa femme Yocheved, et de cette union est descendu Moshe Rabbeinu, le libérateur du Ham Israël, le Mashiach. Ça, c'est l'histoire, le Midrash. Maintenant, venez, on va analyser ce Midrash. D'accord? Comment est né Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, donc on est dirigé par Paro. Paro, il nous a mangé le date, à tel point que Amram lui-même, il n'arrive même plus à prendre les bonnes décisions. Il essaie de sauver le maximum de personnes, il ne prend plus les bonnes décisions. Sa fille de 3 ans, elle lui donne l'ordre, elle lui donne le date. Naïvement, elle lui donne le date. Et Amram, imaginez-vous ce que c'est pour le leader du Ham Israël. Il écoute de sa fille de 3 ans la vérité et il accepte. C'est-à-dire qu'il se rabaisse à une petite fille de 3 ans. Il prend son ego, il comprend qu'il a tort, il comprend qu'il n'a rien compris, il met son ego de côté et il change le décret. Ce qu'il a fait, Amram a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Donc, maintenant, conclusion, comment faire apparaître le vrai date qui est Moshe Rabbeinu, comment le faire naître, quand on arrive à s'annuler. Rappelez-vous, on doit se révolter spirituellement en demandant à Hachem le date, mais surtout, ça doit être placé sur un sentiment de s'annuler. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la source de tout ça, c'est mon ego. Il ne faut pas que je cherche mon intérêt dans tout ça, de dire allez, Hachem amène le Mashiach. Il faut que ça soit pur, de pousser tout cet ego en fait qui a été créé par quoi? Tout l'ego que j'ai aujourd'hui, cette malchoute, cette royauté personnelle que j'ai construite jusqu'à maintenant, elle est fausse. Parce que vous avez compris que jusqu'à maintenant, elle a été construite par le date des clipotes. Donc, je suis dirigé, je suis esclave de ce date, je crois prendre les bonnes décisions. Mais en fait, j'existe pas. En fait, c'est pas moi. C'est mon enfance, c'est ce que j'ai entendu à la télé, c'est la série télé que je regarde, c'est mon copain que j'ai rencontré. Et mais c'est pas moi, c'est pas Maneshama. Donc, bien entendu, vous avez compris que le Tikkun Shovavim, ça peut nous aider à retrouver son date quand on répare la faute. Mais en attendant de réparer la faute, comment sortir de cette prison? Eh bien, casse le date des clipotes. Ce date des clipotes qui t'a construit jusqu'à maintenant un ego terrible. Où tu penses tout le temps à tes intérêts, tu penses tout le temps à toi, à ton image, à ta réputation, à tes honneurs. Casse-moi tout ça, mon tzaddik. C'est dur. Au Shabbat, qu'est-ce que je vais devenir? Et s'il met la kippa, s'il met tzitzit. Mais ça, c'est pourquoi tu as peur de mettre une kippa? Parce que dans ton date, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui porte une kippa, c'est quelqu'un de faible qui ne sait pas kiffer, donc il est là dans son coin, c'est le premier de la classe, comme ça, là, le petit religieux. Arrête, casse-moi tout ça. Une fille qui ne se couvre pas la tête. Pourquoi? Parce qu'elle voit dans les séries télé les filles comme ça qui jouent avec leur chevelure et tac-tac, et comme ça, et trucs, et les coupes, et les couleurs, et les dégradés. Donc, elle s'imagine quand je vais me couvrir la tête. OK? Bon, à part. Bref. On se couvre la tête avec un foulard. Quoi. Donc, elle va se dire quoi? Je vais plus avoir cette chevelure. Qu'est-ce qu'elle va penser?
elle, et comment elle va le prendre, elle, et comment ma belle-mère, elle va me regarder. Et, tu vois par quoi tu es esclave, Matsadika? Tu es esclave par un da'at que tu as fixé, que tu peux pas te rapprocher d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je m'annule. Ça y est, j'arrête d'essayer de chercher mon intérêt, de chercher mon ego. Parce que cet ego-là, il a été construit par le da'at des clipotes. Donc Amram, il s'est annulé. Et de là est né Moshe Rabbeinu, qui est le da'at de la Kedusha. De là, on retrouve notre da'at. Tout ce qu'on demande à Hachem, et bien sûr, on va le demander, mais on va le demander dans un contexte de da'at des clipotes. Si on crie à Hachem, Hachem, emmène le Mashiach. Pourquoi tu veux Mashiach? Parce que j'en ai marre, j'ai des dettes de partout. Vous comprenez où elle est la tête? Ça vaut rien. Bien sûr, ça a de la valeur, excusez-moi. Mais c'est dirigé vers ta royauté à toi. Tu ne demandes pas la royauté d'Hachem, tu demandes à être confortable dans ta royauté à toi. Donc ça a beaucoup moins de valeur. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit comme les Israël, d'atteindre le moment où il n'y a plus que toi, Hachem. Vaïsakou à Hachem. Mais ils cherchaient quoi? Ils cherchaient qu'Hachem. Ils cherchaient qu'Hachem. Quoi? C'est ça le Ham Israël. On est là en train de taper des briques, en train de taper du carrelage par terre. C'est ça ton peuple, Hachem. Ils ne cherchaient pas leur confort d'avoir des heures supplémentaires. Mets ton date de côté. C'est dur. Il faut briser tout ça. C'est que comme ça qu'on peut arriver à faire tchouva. La tmimout, de venir parler à Hachem. Hachem, je vais être avec toi. Comme dit Rabbi Nachman, il dit de sortir la malchoute, d'élever la malchoute. La malchoute, c'est la parole. La parole, quand tu parles en une boédoute à Hachem, tu lui parles de combien tu as envie de te rapprocher de lui, de combien tu as envie de l'aimer, de combien tu as envie de le servir. Tous les jours, tu parles. Rabbi Nachman, il dit que c'est comme ça qu'on répare le date. Pourquoi? Regarde, remarquez bien. Elle se trouve où la bouche? La bouche, on appelle ça, il y a Brit Mahor, ok, c'est la Brit qu'on connaît, et Brit Lachon. Ils sont les deux sur le même axe. Ok? Mais remarquez bien. Rabbi Nachman dit quand tu parles à Hachem, tu génères une lumière. Cette lumière-là, elle répare l'équivalent dans le visage derrière qui est le da'at. C'est-à-dire quand tu as perdu le da'at, quand tu parles à Hachem, tu retrouves ton da'at. Quand tu fais cette se'aka Hachem, tu casses ce da'at des clipotes et tu retrouves ton da'at parce que tu déploies une lumière qui va réunir tes étincelles dans ton da'at. Regardez comme c'est fort. Il n'y a rien au hasard. La bouche, elle se trouve là parce qu'elle est en parallèle avec le da'at. L'un répare l'autre. Les deux, quand on a fauté dans la brite, il y a la brite à la chonne qui répare l'autre brite. Ils sont les deux en parallèle. Et cette brite-là, elle se trouve en parallèle avec le da'at. Vous ne vous rendez pas compte comment tout s'imbrique l'un dans l'autre. Donc aujourd'hui, la solution, elle est simple. On n'a plus de da'at, on souffre de ça. Et Hachem, il nous pousse, les événements nous poussent à demander le vrai da'at qui est le Mashiach. On va y arriver à la fin. À la fin, on va y arriver, de gré ou de force. Malheureusement, aujourd'hui, on est de force. On a compris que y en a marre. On ne laisse pas prendre des décisions. On est dirigé nous-mêmes par les États-Unis, ok, la gauche mondiale qui nous donne. Alors attendez, ça c'est le pire. Le ministre des Affaires étrangères européen, ok, de l'Union européenne, a déclaré, je crois que c'est aujourd'hui, a déclaré que la seule solution qu'on va devoir un jour appliquer pour le conflit au Moyen-Orient, c'est d'imposer à Israël et aux Palestiniens une solution. C'est-à-dire, en gros, à Israël, parce que c'est-à-dire quoi? C'est exactement ce que nous disent nos sages. C'est-à-dire quoi imposer une solution? C'est-à-dire quoi? Comment t'imposes une solution? Entre parenthèses, par la force, s'il faut. De leur dire, écoutez bien, vous êtes en train de détruire le monde, on est à deux doigts d'une guerre nucléaire, il faut vous arrêter tous les deux de vous disputer. Donc, on va imposer, nous, le da'at du monde, l'Union européenne, on va imposer une solution. Vous comprenez? Cette solution, c'est la force. Comme nous dit la guerre de Gog ou Magog, les peuples ils vont se réunir pour marcher sur Jérusalem. Mais c'est pas ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc aujourd'hui, on est dirigé, on n'arrive pas à s'en sortir, on voit, et Rabotaï, j'ai très peur de vous dire, mais la suite, elle s'annonce terrible. Elle s'annonce terrible. Le Hezbollah, c'est terrible. C'est pas ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. C'est Israël enfermé H24 dans les chambres fortes pendant 1 mois, 40 jours, minimum. Vous vous rendez pas compte, c'est terrible. C'est terrible. C'est des roquettes précises qui te mettent à KO tout le pays.
Les puits de pétrole et les centrales électriques et il y a plus de et les trucs comment dire des filtres d'eau, etc. Tout ça c'est mis KO. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, on fait quoi? On boit quoi? Non, touchez plus au robinet. Pourquoi? C'est infecté, il n'y a plus de quoi? Vous filtrez pas. Maintenant, ils ont envoyé des roquettes sur le truc. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et l'Iran, et les Houthis, et la Syrie, 35 000 soldats qui s'accumulent à la frontière avec l'Israël. 35 000 de quoi on parle? On va où? On va où à Botaï? Akadosh Baruch Hu, il veut nous pousser dos mur pour qu'on puisse demander le vrai date. On te veut toi, Hachem. Hachem, il nous dégoûte de ce qui se passe actuellement pour qu'on dise, mais on va où? Alors, bien entendu, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, les gens, ils vont arriver à conclusion. Ben, il n'y a que toi qui peux nous sauver. El anou al shaem. Et là, la vie nous chez Pachamaï. C'est exactement ce que nous disent nos sages. On va arriver à ce niveau-là. Ce niveau, c'est la séparation qui se passe actuelle. Donc, on est exactement en parallèle avec l'actualité Rabotaï. C'est juste vraiment, je pense que on doit prendre cette information-là pas comme une mauvaise nouvelle. Au contraire, qu'on est dans la procédure de la Géoula. Alors attention, les gens ils croient que la Géoula, le Mashiach, c'est Walt Disney. Et il est venu le prince charmant et il vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est faux. La Géoula, c'est une procédure. Aujourd'hui, vous avez bien compris quand on explique ce qui se passe. Cette procédure, elle est dans la Torah. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ça se passera à la fin des temps. En Égypte, Paro et le Erev Rav, ils ont dirigé. Okay, quand on est sorti d'Égypte, le Erev Rav, ils nous dirigeaient aussi dans le désert. À la fin des temps, ça sera exactement pareil. Cette force a pour but de nous empêcher de faire tchouva. Et on doit casser ça pour se rapprocher d'Hachem. On doit casser cette force pour se rapprocher d'Hachem et demander le vrai Da'at qui est le Mashiach. En Égypte, on l'a fait. En Égypte, on est arrivé. Il y a eu le moment de l'enterrement de Paro. On s'est dit, on a compris. Il y a eu un jour de congé. Le seul jour de congé qu'ils ont eu dans toute la galoute, ils se sont rendus compte, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose? Quand tu vois ça, tu dis, mais regarde ce qu'on est devenu aujourd'hui. On croit qu'on est dans la Gdusha, on croit qu'on est dans la Torah, dans les mitzvot. Monsieur le rabbin, vous ne savez pas comment j'ai de la Emouna. Mon arrière-grand-père, c'était de la famille Abou Khatsera. Et on est sûr qu'on va décrocher le plus haut des Gan Eden. On est à la ramasse. La rue, elle est sale. Les filles, il n'y a plus rien, plus de valeur. Il n'y a plus de valeur à l'époque, dans les années, au début du siècle. Même, il y avait des valeurs de tsniout. Il est hors de question de se mettre en maillot de bain à la plage. C'était impensable. Il y avait des valeurs de respect de la femme. Tu ne peux pas tromper ta femme. Il y avait tout le temps du Yetzara, mais tu ne pouvais pas faire de d'avérote. Aujourd'hui, le mec avec Telegram, il peut voir toutes les horreurs de ce monde. Toutes les horreurs de ce monde. Tous les trucs. À mon époque, ils ont arrêté Dragon Ball Z parce que c'était considéré comme un dessin animé violent. Aujourd'hui, les jeunes de 5-6 ans, ils regardent toutes les horreurs de ce monde-là. Des trucs avec de la pédophilie. Mais comment c'est possible? Les parents, il n'y a plus de limite aujourd'hui, il n'y a plus de limite. On s'est fait manger les dates à Botaï. Donc, à nous de comprendre, de dire, attends, c'est ça ce que je suis? Je suis là avec mon smartphone comme ça en train de croire que on est des khartoumim. On est des sorciers d'Égypte de croire qu'on contrôle tout. C'est moi qui contrôle ma parnassa. Regarde comment je lui ai répondu. Regarde comment je lui ai dit. Vas-y, je vais calmer ma femme. Mon tzaddik, ma tzadika, il faut comprendre une chose. Tu comprends rien. On comprend rien. Hachem, je comprends rien. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi je suis là-bas. J'ai besoin de ton aide. Ah, tu demandes du date, tu reçois. C'est ce qu'il a fait Amram. Amram, il a dit à Hachem, j'ai rien compris. Il a réussi à s'annuler. Il a compris qu'il avait tort. Mais quelle force il a eu. Ah, d'accord. De chez toi va descendre Moshe Rabbeinu. Et tout le peuple, il a pris il arrive à cette conclusion de dire, mais c'est ça ce que je suis. Je suis le résultat d'une galoute. Regardez à quoi on ressemble. La façon dont on s'habille, la façon dont on parle, c'est quoi? D'où ça vient? C'est quoi l'origine de tout ça? C'est la télé, c'est les séries télé, c'est la France, c'est Paris, c'est les trucs, c'est Londres et New York. On est empris de la galoute. Venez, on admet qu'on est dirigé par un date des clipotes. C'est ce qu'ils ont fait dans Israël. Dans Israël, ils sont arrivés à cette conclusion et Vaïzakou. Comment on fait? Alors on s'annule. Annule-toi. Parle avec Hachem. Crie, Hachem, donne-moi ton date. Je veux que tu sois avec moi, Hachem. Je te veux avec moi. Je veux ta délivrance. Et là, on te donne le date qu'il faut.
Tu te sépares du date des clipotes pour recevoir ça. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Vaïzakou, il faut prier Hachem, il faut pleurer Hachem. Et bien entendu, il faut parler avec Hachem, comme dit Rabbi Nachman. C'est évident, vous avez compris, que ça se passe dans le Tikkun Shovavim, où là-bas on fait, la période des Shovavim, où là-bas on fait le Tikkun à Shovavim pour réparer toutes ces fautes-là. C'est-à-dire que quand vous participez avec moi sur Tikkun Shovavim et que vous réparez la faute de semence en vin, par exemple, ou de Nida, ou de toute cette faute, tu répares ton date. Tu répares ton date. Moi, ce Tikkun Shovavim, je le fais 2 fois par an. Ça fait des années que je le fais. Pourquoi? Parce que je veux perfectionner encore plus mon date. Je sais très bien que ça mène encore plus de doucha, ça mène encore plus de trucs, et peut-être de Gilgoulim d'avant, peut-être de personnes de mon Shoresh Neshama qui n'ont pas réparé encore leur date. Donc je le fais pour eux. Mais je le fais parce que j'ai compris que ce tikkun-là, il répare quelque chose de grand. Il ramène toutes tes étincelles, tu retrouves ta Neshama. Qui veut continuer à vivre sans sa Neshama, Rabotai? Il faut qu'on retrouve notre Neshama. Comment on fait? Ce soir, on a compris. Il faut se reconnecter avec notre date. Et quand tu te reconnectes avec ton date, c'est le signe que tu es reconnecté avec ta Neshama. Donc, priez, criez, demandez à Hachem. L'actualité, elle nous l'impose, ok, de faire une vraie tchouva, de comprendre qu'en fait, j'ai reposé mes valeurs sur du vent. Sur du vent. J'étais sûr que j'allais réussir à... Rien du tout. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Et casse ce date, libère-toi tout ça, annule-toi pour dire j'ai eu tort, Hachem. C'est le principe de la tchouva. Le principe de la tchouva, c'est de dire Hachem, ratati, j'ai fauté. Waouh, ça veut dire que tu viens prendre conscience que le date que tu avais jusqu'à maintenant, il n'était pas bon. Donc tu récupères tes étincelles et plus tu as compris, plus tu regrettes la faute, plus tu te déconnectes du date des clipotes et tu te connectes à Hachem. Tchouva, c'est revenir à Hachem. Donc, qui nous empêche de faire tchouva aujourd'hui? Ce date des clipotes. Il nous fait croire qu'on est dans le droit chemin. Il nous fait croire que tout va bien. Il nous fait croire qu'on comprenne, qu'on comprend des choses, qu'on dirige quelque chose dans notre vie. Rien du tout. Il n'y a que Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'annule. Et quand tu t'annules, tu amènes Moshe Rabbeinu. Tu amènes ce date de la Gdusha et donc la délivrance personnelle. Tu retrouves ton lien avec Hachem et c'est là que tout commence. Et là, on t'amène à un Tikkun Shovavim de David Toledano et hop, et tu repars et Baruch Hachem, ou d'autres moyens pour réparer. Mais ce qui est sûr, c'est que tu t'es réconcilié avec Hachem, tu t'es reconnecté avec ta Neshama, tu t'es reconnecté avec Hachem. Parce qu'Hachem, il attend notre tchouva. Cette période, elle est propice pour le faire. Et vous allez voir que cette période, dans la procédure de la Géoula, elle va faire bouger les choses. Cette période de Shovavim, rappelez-vous, elle va nous faire prendre conscience de plus en plus qu'on est entre les mains d'un dad des clipotes. Et à ce moment-là, on va faire la vraie tchouva. Et ça va venir d'en bas. Emet meret titzmach. Le Emet de la terre, il va pousser. De la terre, il va jaillir. Parce que ça va venir d'en bas. C'est le peuple qui va pousser. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de se déconnecter. Il y a une séparation. Donc, c'est le début de la chute du dad des clipotes. Bezrat Hashem, comme on va voir dans les prochains jours. Donc, ce qui se passe, Rabotai, c'est exactement la procédure de la Géoula. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Rassurez-vous. Mais quand même, il faut prendre notre Neshama entre nos mains. S'il reste encore quelque chose de notre Neshama. Comment faire? Crier Hachem, Hachem, je te veux toi. Venez, on annule toute cette ambiance dans laquelle on a vécu, toute cette galoute, et dire Hachem, je suis prêt à tout changer. Quand je suis parti à Ouman, j'ai demandé une chose à Hachem. La première fois que je suis parti à Ouman, je parle de ça il y a 10-12 ans, je ne me rappelle plus. J'ai dit, je suis arrivé là-bas, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et j'ai dit Hachem, écoutez bien, la demande que j'ai faite, c'est une demande en fait qui résume tout ce que j'explique jusqu'à maintenant. J'ai Hachem, je sais que la vérité, elle est dans ta Torah. Mais ça me saoule. Ça me saoule. J'ai pas envie d'être un religieux. J'ai bien, moi, un petit film, un petit truc, machin. Moi, au Hachem, j'étais pas non plus perché. J'étais Shabbat et compagnie. Mais dans cette galoute, dans les petites fringues, les petits trucs, mais qu'importe, il y a un chapeau, là, maintenant, un truc. Mais je suis pas là-bas du tout. Moi, j'ai besoin de ma galoute. Donc, j'ai dit Hachem, je t'en supplie. Je sais que le Hémet, c'est ta Torah, mais ça me saoule. Donc, je t'en supplie, Hachem, aide-moi à me rapprocher de toi. Vous avez compris ce que j'ai demandé? J'ai dit une seule et même chose. Par l'intérieur de la bouche, j'ai réparé le date. J'ai demandé une chose, Hachem, je sais que mon date, il est nul, mais j'arrive pas, je suis coincé, je suis esclave. Je sais que mon date, c'est pas le bon. Mais je suis esclave. Donc, Hachem, donne-moi le vrai date. Aide-moi
à retrouver le vrai date. J'ai encore du chemin, Bezrat Hashem, vous avez compris que ma tefila, elle a été acceptée. Donc, c'est exactement ce qu'Hachem nous demande maintenant à la fin des temps. Mes enfants, au moins, comprenez que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Comprenez qu'il y a du shaker, tout ça, que tu crois que tu contrôles quelque chose. Mais si tu avais grandi en tant que Marocain, tu n'aurais pas aimé la Pkela, tu aurais aimé la Dafina. Si tu avais eu cette éducation aux États-Unis, tu aurais été un fan de football américain et pas de football. Tu n'aurais été pas fan du PSG si tu avais grandi à Marseille. Vous comprenez qu'on a été formé de toutes pièces par un date qui n'est pas le nôtre. Donc maintenant, Hachem nous dit, revenez vers moi, mes enfants. Shuvu elai, banim shovavim. C'est pendant cette période. C'est le moment où on peut revenir à Hachem. Hachem, il adore cette période. Parce que là, en un instant, on peut réparer notre date. En un instant, on peut réparer notre date, se reconnecter avec Hachem. Il y aura du travail, il y a du boulot, mais déjà, on est sur les rails. Et ça, c'est au niveau personnel. Au niveau du Ham Israël, c'est un Ham Israël qui est en train de prendre conscience de quelque chose, qui va supplier d'en bas d'avoir le vrai date et de plus faire partie de ce. Il va être dégoûté de ce date. Il prend conscience qu'on est esclave d'un date, cette cour suprême, ces médias, la gauche, l'extrême gauche, etc. Attention, je ne suis pas en train de dire qui fait partie du REVA. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont Tinoch chez Nishba, etc. Je ne suis pas en train de pointer du doigt. Je vous donne des entités. Ces entités-là, elles font partie de. Bien entendu, le Machar, à ce moment-là, il va se dévoiler. Parce que c'est là que Moshe Rabbeinu, quand on s'annule, il vient au monde, et c'est là de Doucha, et le Machar qui va arriver, et il va faire le tikkun du Erev Rav, et à ce moment-là, ils feront tchouva, et on est parti pour la Géoula. Ok? Donc, tout va bien, rassurez-vous. Je vous renvoie sur Terre, on va atterrir, Bezrat Hashem, avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Mais en tout cas, rassurez-vous, on est dans le plan de la Géoula, tout va bien. À nous de jouer pour faire accélérer les choses, au niveau personnel comme au niveau collectif. Mais Baruch Hashem, on est dans le plan. Une histoire qui s'est passée cette semaine. Un truc incroyable. Vraiment un truc incroyable. Vous allez voir de quoi il s'agit. Un frère et une sœur qui font tous les ans la Haskara de leur maman. Tous les ans, ils se réunissent pour toute la famille. Ok. Bien entendu, ils sont, on va dire, plus ou moins loin de toute Torah mitzvot, mais ils respectent. Ils respectent tous les ans de faire la Haskara, donc l'anniversaire de la mort de leur maman. Ok. Tous les ans, ils réunissent toute la famille dans la communauté où ils se trouvent. Ils font quelques brachot et ils amènent un rave pour faire un cours. Les Ilou Nishmata de sa maman. Cette année, ils se sont dit, on va faire quelques assiettes comme ça à la fin de la prière et on pourra pas ramener toute la famille, encore moins un rave qui va parler. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. S'il y a une sirène en plein milieu, on va pas faire descendre les gens, les déranger. Il faut qu'on garde quand même les instructions comment dire, il faut respecter les instructions, il ne faut pas se mettre en danger, donc on va pas réunir une foule comme ils avaient l'habitude de faire. À partir du moment où ils ont pris cette décision, le soir même en rêve, leur maman, elle vient les voir. Écoutez bien, au frère et à la sœur, aux deux, le même rêve. C'est ça ce qui nous donne l'élément, le signe que c'est un vrai rêve. Et vous allez voir le message du rêve. Et cette maman, elle dit à ses enfants, elle leur dit, pourquoi vous ne faites pas mascara? Elle dit, maman, c'est la guerre. C'est la guerre, comment tu veux qu'on fasse une mascara pour réunir une foule? Écoutez bien ce qu'elle leur dit. Elle leur dit, mes enfants, sachez une chose, cet ascara, j'en ai pas besoin. J'ai atteint ma place dans les mondes d'en haut et je reviens très prochainement. Par contre, déjà premier message, et c'est pour très bientôt, à traite à métier. Mais deuxième message, elle dit par contre, vous avez besoin plus de cet ascara que moi. Pourquoi? Pourquoi, maman? Il dit parce que quand vous vous réunissez autour d'une table, ensemble, et que vous entendez des paroles de Torah qui vous renforcent en ces temps où Akadosh Baruch Hu, il est en train de décider qui va faire partie de la Géoula, alors vous avez une chance de sauver votre Neshama pour la Géoula prochaine. Vous entendez ce qu'elle leur dit? Cette Askara, elle n'est pas pour moi, c'est plus besoin de cette Askara. Mais vous, quand vous vous réunissez, vous entendez des paroles de Torah, alors vous prenez conscience. Il y a une graine qui rentre dans votre Neshama, une étincelle de vouloir se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Ça suffit pour être sauvé. Mais quand vous faites juste des petites brachot comme ça,
Alors vous passez à côté de l'élément qu'il faut pour se connecter à Hachem et sauver sa peau pour la délivrance finale. Comprenez une chose, Rabotai. 4/5 du Ham Israël, ils n'ont pas pris conscience de ça. Ils sont arrivés et ils ont dit à Hachem, attends, mais on est bien en Égypte. On est bien en Égypte. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? On est bien dans notre date. Eux-mêmes, ils ont pris la décision, ta Torah, on n'en veut pas. La Torah, c'est le vrai date. On veut rester en Égypte. Hachem leur dit, mes enfants, je ne peux rien pour vous. Et donc, à la plaie d'obscurité, 4/5 du Ham Israël, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte, ça va se passer exactement le même scénario. Leur mère, elle voit ça pour leurs enfants. Vous êtes mal barrés, vous n'avez pas compris, faites teshuva. Hachem ne demande pas une teshuva, comment juste avec ton cœur, comprends qu'un jour viendra où Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, mes enfants, vous voulez vous connecter avec mon da'at, c'est de la Géoula, ou rester là où vous êtes, dans votre da'at. Et il y en a qui vont dire, mais on est très bien à Paris, monsieur le rabbin. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là en train de prendre position pour l'agent juive et tout ça. On est très bien, on respecte la Torah, les mitzvot, et on viendra à Pessah, au Beth Amikdash. Pourquoi? C'est quoi le problème? Mais tzadikim, la Géoula, c'est le plan d'Hachem. Quand Hachem nous a sortis de Galout en Égypte, il nous sortira de Galout de Paris, de Londres et de New York. Il faut bien prendre conscience de ça. C'est écrit dans tous les prophètes que le Mashiach, il va réunir les exilés. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris ça, c'est quelqu'un qui est encore esclave. Malheureusement, il ne sortira pas. Donc, comment on peut sortir de tout ça? Il n'y a qu'un cours de Torah. Il n'y a que la Torah qui peut nous donner le vrai da'at. Et cette maman, elle leur a dit à ses enfants, mais pourquoi vous ne rentrez pas du da'at? Quand vous ramenez un rav, vous rentrez du da'at, vous êtes sauvés. Donc, à nous maintenant de rentrer le vrai da'at, Rabotai. Le vrai da'at, de comprendre qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem qui pourra nous sauver. Si on arrive à se connecter avec ce da'at, de la doucha, alors à ce moment-là, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. On annule nos convictions, nos valeurs qu'on croyait le émettre, mais quand on s'annule, c'est là que naît Moshe Rabbeinu. Et c'est là qu'on est délivré, Baruch Hashem, pour la Géoula prochaine. Donc, il y a qu'Hachem il puisse nous donner à recevoir ce message avec un vrai da'at pour imprégner tout ça dans notre cœur et pour pouvoir amener la Géoula pour nous, personnel, et pour l'âme Israël, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.